sur enfin, cette diapo, je voulais le détailler un peu, mais c'est bon. Donc, je pense que ce sujet, il est extrêmement intéressant, comme j'ai dit, dans le sens où il étudie beaucoup de paramètres, beaucoup de maladies. Il faut mélanger beaucoup de choses pour aboutir à un diagnostic. Donc, c'est une seule entrée, mais malheureusement, il va y avoir beaucoup de choses à mélanger pour pouvoir sortir avec un diagnostic. Donc, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Il faut être préparé. Il ne faut pas être simpliste, mais il faut se poser un peu plus de temps et se donner un peu plus de temps. Les polyarthralgies, c'est un symptôme, comme j'ai dit, qui n'est pas spécifique à quoi que ce soit. Il y a des schémas qui se constituent automatiquement, et c'est ça, en fait, ce qui pose problème dans ces deux chapitres. Souvent, les gens ont certains schémas dans leur tête, ils vont l'appliquer, et on va voir pourquoi c'est intéressant de souligner ce mot-là. Donc, deuxième chose, c'est que ça demande toujours qu'il y ait une discussion en interne. Moi, j'insiste qu'il y a deux personnes en vous. Il faut se poser la question, et chaque fois, chaque chose qui devrait être faite ou chaque signe qu'il faut interpréter, il faut absolument se poser une question. Deuxième chose, il faut absolument voir le contexte, parce que si c'est le seul symptôme, un seul symptôme, mais il y a plusieurs contextes qui vont faire valoir et faire réagir ce symptôme-là avec ce qu'on va adopter au niveau de ces présentations, qu'on va les faire très rapidement. J'essaierai d'être concis pour ça. Ça serait difficile, mais je vais essayer. C'est que on va faire ce qu'on appelle la technique de transfert et de prototype. On va prendre un seul prototype que vous connaissez certainement et sur lequel on va travailler pour travailler sur tout, mais la plupart des chapitres, ça serait le prototype, ça serait le RAA, que vous connaissez très bien et que j'estime que c'est comme ça, parmi, en tout cas, mes méthodes que j'estime qui sont très intéressantes pour pouvoir avancer dans des situations difficiles qui sont vulgarisées et très variables dans le temps et dans l'espace. La deuxième chose, c'est que il y a toujours un cumul d'expériences. Ça dépend de cas qu'on a vus et qui devraient être adaptés à la science. Parce que souvent, les gens connaissent des histoires, ils ont des expériences, mais malheureusement, il se peut que cette expérience soit une regurgitation d'une expérience qui n'est fausse. Et souvent, les gens ont une conviction que ce qu'ils font, c'est toujours juste. C'est pourquoi qu'il faut toujours s'autocritiquer, ce qu'appellent les psychologues la métacognition ou les pédagogues. C'est ce que dit Dewey, c'est un des philosophes qui était à l'origine de beaucoup de toute vraiment la littérature et toute l'école, la philosophie à l'école. Et c'est un des philosophes et des psychiatres et des pédagogues qui disait que toujours une situation sur laquelle on va travailler, c'est une transformation. Chaque situation, chaque cas, chaque malade, il s'agirait d'une situation indéterminée en une autre déterminée. C'est que moi, j'ai quelque chose que je ne comprends pas, que je ne sais pas, mais je dois le transformer en quelque chose que je connais. Mais pas extrapoler ce que je connais sur le patient, mais à travers ce qu'a le patient pour pouvoir identifier quelque chose que je vais bien le reconnaître. Et ça, c'est fondamental avant d'aller vers un diagnostic et vers un traitement. Je commence par le premier cas, qui est, que j'ai dit, le prototype. Et j'ai mis en rouge un peu tous les symptômes ou les signes. Moi, je ne sais pas si ça marche. Donc, j'ai mis en rouge garçon, l'âge, les développements, l'articulation, le poignet, le cheville. Si vous voyez un peu ces données-là, coude, cheville, poignet et genou, ça vous dit quoi? En termes d'articulation, c'est des grosses articulations. Et en plein d'histoire, c'est un enfant depuis 7 jours. Donc ça veut dire, et ça c'est important, ça c'est ce que j'appelle, je vais anticiper, mais c'est ce que j'appelle un peu la sémantique. Parce qu'on dit un mot et je dois comprendre ce que ça veut dire. Parce que je pose la question, depuis quand tu es malade? Parce que moi, je cherche à voir une certaine histoire et surtout une chronologie. Et cette chronologie qui va me dire où je vais être. Parce qu'il y a des maladies qui sont dans l'aigu, des maladies qui sont dans le chronique, il y a ceux qui sont à cheval entre les deux. Donc ça, c'est toujours le sémantique. La sémantique va travailler ici en parallèle avec le syntaxe. Alors, ils sont insomniantes, ils sont douloureuses. Il y a une impotence fonctionnelle. Et 3 semaines auparavant, il y a eu quelque chose qui est une infection. Les antécédents
Il a déjà des arthralgies il y a un an. À la démission, on trouve des articulations douloureuses. Bref, vous avez un syndrome inflammatoire, ça vous dit, c'est typiquement un RA. C'est typiquement un rhumatisme articulaire aigu, parce que je me confie avec les différentes anomalies, parce qu'il y a des critères qui sont bien connus. Et sur ça, pourquoi je dis, je vais travailler quelque chose, je vais connaître bien, et on va voir les cas au fur et à mesure pour un peu se brancher sur ce cas que vous connaissez très bien, qui sont les rhumatismes articulaires. On doit faire quelque chose de... Est-ce que je peux avoir un baladeur, s'il vous plaît? Je dois absolument faire quelque chose. Je sais que l'âge est important, parce que 5 à 15 ans, il doit y avoir un erreur. Moins de 5 ans, ça me pose problème. Donc, ça serait quelque chose d'anormal. Deuxième chose, j'ai des choses, j'ai de l'âge, j'ai la progression, la sémiologie. J'ai troisième chose, j'ai que c'est des anomalies inflammatoires, des atteintes qui n'ont pas mécaniques. 4, je sais que c'est fixe. Ce n'est pas quelque chose qui est fixe ou progressif, c'est pas fixe, pardon. Il ne devrait pas être fixe, donc il doit être progressif. Donc, 3 choses, l'examen, il doit être strictement normal. Je dois avoir rien d'autre. Je peux avoir un souffle, comme je peux ne pas avoir un souffle cardiaque qui témoigne de la présence ou l'absence d'une atteinte cardiaque. Donc, bref, ça, c'est l'algorithme, je passe. Alors, ce qui est important, donc je dois faire des paramètres clés d'une maladie donnée. Là, on parle du RA, qui différencie avec les autres. Donc, on va voir un peu chacun, et j'espère qu'on aura le temps, identifier les pièges possibles et les similitudes avec d'autres maladies qu'on peut vraiment, on va tomber dans le piège. Et puis, surtout, introduire d'autres maladies, ce qu'on appelle le transfert actif. Je prends les données que je connais et je vais essayer de les appliquer sur une autre situation. Les prototypes, on en a parlé, c'est généralement 3 dans ce cas qui vont s'accumuler automatiquement parce que le RA peut être oligo, peut être mono, peut être polyarticulaire. Je passe et j'insiste là sur une diapo qui est extrêmement intéressante parce qu'il nous donne un peu le résumé de ce que je dois connaître par rapport aux atteintes articulaires, toujours à travers le A. Donc j'ai une atteinte qui est persistante au fixe, pas fixe, ou là, le contraire, est-ce qu'il répond au traitement INS? Est-ce qu'il prédomine sur une partie du corps particulière ou des articulations particulières? Est-ce qu'il est inflammatoire ou pas? Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants ou pas? La marche, nous allons voir que c'est extrêmement important de la voir. Et puis, est-ce qu'il y a ou pas de douleur? Arthralgie égale douleur. Et on va voir que ce n'est pas toujours évident. Les signes associés, les signes particulières que je dois les connaître, soit qui sont théoriquement les cutanés, l'oculaire, le rénal, le cardiaque et l'hématologique sont particulièrement intéressantes à soulever, mais il y en a d'autres systémiques et d'autres qui sont peut-être infectieuses. Alors je passe le cas, le Hussam, qui consiste pour des douleurs articulaires évoluant depuis 3 jours, histoire douleur du genou droit, avec une limitation marquée des mouvements de la boiterie, et une boiterie, présence d'un œdème périarticulaire avec rougeur et chaleur, qui ont mené le parent à consulter. Donc ils ont été hospitalisés carrément aux urgences, et ils ont fait une ponction, et ont été traités par antibiotiques et anti-inflammatoires. Le résultat était spectaculaire. Après 10 jours, il revient avec des douleurs thoraciques, avec une catastrophe du point de vue cardiaque, c'est-à-dire l'insuffisance cardiovasculaire. Je pense que ce cas, je l'ai déjà présenté, si quelqu'un a déjà assisté, il connaît bien. C'est un rhumatisme articulaire aigu. Qu'est-ce qui fait la particularité dans ce cas? C'est une chose, c'est qu'il y a dans le RAA particulière, c'est que lorsqu'on met un anti-inflammatoire, la RAA, il répond parfaitement aux anti-inflammatoires. C'est-à-dire que si vous mettez un anti-inflammatoire chez quelqu'un qui a des atteintes articulaires, il va répondre parfaitement. Il serait bien. Et c'est un critère diagnostique, parce que le RAA, si vous prenez des atteintes articulaires et vous donnez des AINS, par exemple, n'importe quoi, et qu'il ne répond pas, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un RAA, ce n'est pas un rhumatisme articulaire. Donc, parmi les choses à soulever, si vous avez jamais l'occasion de voir quelqu'un, il est déjà sous traitement, ou voulez, ou par erreur, ou par vous voulez le faire, ça devrait être un critère diagnostique. Ce qui est de règle dans ce cas, dans les atteintes monoarticulaires, comme vous voyez que c'est une atteinte mono, qu'est-ce qu'il n'y avait pas le temps
pour cet enfant de développer d'autres atteintes articulaires. Ce qui fait, d'emblée, il a été vu, il a été mis sous antibiotique, il a été mis sous anti-inflammatoire, tout rentrait dans l'ordre. Mais l'atteinte cardiaque, elle persiste. C'est pourquoi, lorsqu'on traite un rhumatisme articulaire aigu, il faut qu'on le traite d'une façon protocolaire. Sinon, ce serait une catastrophe. Parce que si vous traitez 5 jours, 10 jours, et vous arrêtez, ça veut dire que vous laissez évoluer une atteinte sérieuse qui est derrière le RA, c'est l'atteinte cardiaque. Donc ces cas illustrent une chose, c'est que important de se souvenir qu'une atteinte monoarticulaire peut être aussi un RA si vous la traitez très rapidement par des AINS. C'est pourquoi mettre une antibiothérapie pour les chirurgiens, et ça on reçoit beaucoup de patients à travers les chirurgiens traumatologiques, parce qu'ils les hospitalisent, ils les mettent, et puis après on découvre qu'il a une atteinte cardiaque. Donc jamais d'AINS devant une monoarthrite, pour voir comment elle va évoluer cette monoarthrite, parce qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent surgir après. Deuxième cas, c'est un enfant de 10 ans, des douleurs des membres inférieurs, du bassin et de 2 mains d'intensité moyenne à sévère. Depuis 10 jours, il n'y avait pas d'amélioration. L'enfant se réveille la nuit, le jour et la nuit, plusieurs fois, car il a mal et il prend des AINS sans efficacité franche. J'imagine qu'il a une pâleur cutanée muqueuse, des douleurs spontanées des 2 membres, mais pas de douleur à la mobilisation des articulations. J'imagine que la conférence qui était avant moi, elle est suffisante pour répondre à ce cas clinique. Parce que ce cas, c'était des douleurs qui sont persistantes, qui ne s'améliorent pas, ni spontanément, ni sous traitement. Et ça, c'est fondamental de ne pas poser le diagnostic de RA, parce que malheureusement, comme le RA, c'est un diagnostic vedette, on risque toujours de poser le diagnostic de RA, et on sait que c'est un diagnostic souvent posé. Et on va voir que le critère diagnostique, souvent, il est assez vague, parce que les gens prennent d'autres critères qui sont que les critères de Jones. Donc l'atypie, ce qui je dois résumer, ce que j'appelle moi là, transformer ce qu'on voit chez le patient. Donc premièrement, c'est une douleur qui est a priori osseuse, elle est inflammatoire parce qu'il réveille l'enfant la nuit, c'est aussi le RA, mais qui est particulier, c'est qu'il s'est fixe et il est permanent, c'est pas quelque chose qui va se mobiliser. Et c'est une notion, comme il a été découvert il y a des années, vraiment il y a 300 ans, voire plus par Sidelam, cette notion-là, qu'on essaie de on l'a redécouvert actuellement. Elle résiste aux AINS et elle est associée à une atteinte hématologique. Vous avez une pâleur et vous avez justement une eutropie. Les aslos, ici, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Les aslos, c'est des parasites maintenant, qu'il ne faut pas considérer. Les aslos, ça c'est pourquoi j'insiste, c'est une vraie casse-tête. Les aslos, si vous ne les mettez pas dans l'emploi, c'est une catastrophe. Les aslos, il faut soit les demander parce que vous savez de quoi vous allez faire. Par contre, si vous ne le savez pas, il ne faut pas les demander. Parce que vous allez déranger les parents pour rien. Parce que les critères diagnostiques du RA, ce n'est pas les aslos. Les aslos ne font pas partie des critères diagnostiques. J'estime que vous connaissez ça. L'ASLO, ça ne devrait jamais être, il n'est jamais été un critère diagnostique de RA. C'est les critères de Jones. Ce n'est qu'un critère d'infection streptocoque. Point. Donc ça veut dire, je ne vais pas commencer parce qu'il a été infecté par le streptocoque. Tout le monde est infecté par le streptocoque. On a toujours une infection et on sait très bien que les ASLO peuvent persister pendant 1 an. Si vous faites par exemple une angine, vous allez avoir un acmé au bout de 6 mois, il va se réduire doucement. Donc, si vous faites une deuxième dans 6 mois, elle va reprendre. Donc, l'attitude que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils demandent des aslos chaque 3 mois. Ils mettent de l'amoxicilline, ils mettent de la pénicilline retard, et puis ils surveillent les aslos. Ça, c'est du n'importe quoi, et je pense, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas le faire, parce que ce qui est correct, c'est de revoir les critères de Jones. Les critères de Jones, c'est clair. C'est une atteinte articulaire, une atteinte cardiaque, avec les critères que vous avez, qui sont des nouveaux critères qu'on a établis avec l'OMS et le Maroc, qui sont des critères adaptés au Maroc. 14 ans, angine à répétition, pas de traumatisme. Depuis 2 ans, donc c'est pas aigu. Arthralgie des 2 genoux, du bassin et du bas du dos. Douleur intense en fin de journée, soulagée par le repos et les AINS. L'activité, elle est normale. L'examen, la taille 176, le point normal, je vous traduis. La marche, pied qui pointe en dedans. Pas d'épaississement articulaire, pas de signe inflammatoire local, aucun signe extra-articulaire.
Le bilan, il est strictement normal, mis à part les aslos qui sont 677. Est-ce que ça vous suggère quelque chose? Est-ce que c'est un erreur? Est-ce que c'est un erreur? Non. Toute atteinte articulaire qui est plus de 1 mois, ce n'est pas un erreur. Toute symptomatologie qui persiste au-delà de 1 mois, ce n'est pas un erreur. Il se peut qu'il a fait des poussées avant, mais cet épisode, ce n'est pas un erreur. L'erreur, c'est quelque chose qui est récent. Normalement, 15 jours, maximum 1 mois. Donc, ce n'est pas un erreur. Donc, il doit y avoir autre chose. C'est 2 ans. Est-ce que c'est inflammatoire ou mécanique, cette douleur? Mécanique. Parce que c'est en fin de journée, vous-même, lorsque vous travaillez toute la journée, vous rentrez chez vous, ben, vous avez besoin d'élonger votre pied et de mettre le seda, les chiffres. Donc, c'est mécanique. Ce n'est pas inflammatoire ce qu'il a. D'ailleurs, aussi, le bilan, il est normal. Donc, ça, c'est mécanique. Mais est-ce que c'est normal qu'on pointe notre... comme ça? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Pointer le pied en dedans, c'est des pieds plats. Donc, cet enfant qui est... D'ailleurs, il a eu le temps pour le développer parce qu'il a un pied plat. C'est que lorsque ça descend comme ça, donc ça joue sur la douleur du genou, de la hanche et c'est pratiquement dans le membre inférieur. C'est pourquoi qu'il faut garder l'esprit ouvert et ne pas mettre tout sur le même panier. Je peux réfléchir à mais par contre, comme j'ai dit, je le mets comme un prototype. On apprend au cours les formes typiques et on prend en même temps les formes atypiques. Et c'est une forme typique qui permet de guider pour tout ce qui est anormal et autres. Donc, c'est pas inflammatoire, c'est une occasion d'explorer l'enfant et de voir sa marche. Et vous allez voir que cet examen de la marche, il est hyper important. Donc, voir tous les paramètres et on n'a pas le temps de faire. Je suis pas encore en train de faire le cours, mais comme chaque fois, on va faire un petit cas comme ça pour vous faire voir ce que c'est que le bon examen. Donc, l'examen de la marche, c'est important. 14 ans, j'ai mis l'étiquette que ce soit facile ou là pour vous guider. Douleur des 2 mains, asymétrique, un enfant de 14 ans, prédominant sur le pouce et l'index de la main gauche, sous forme d'accès variable et imprévisible. Parfois douleur de le membre inférieur, sans retentissement sur son activité, et il y a des angines à répétition. Pas de signes focaux, pas de signes symétriques, il y a une surcharge pondérale. Les résultats scolaires un peu limités, troubles du sommeil, bilan normal. Les douleurs de la main, les 2 mains. Quoi ça? C'est le téléphone. C'est le téléphone. Et les douleurs des 2 mains, souvent parce que ça dépend de ça même, et souvent on utilise beaucoup la main gauche. Et souvent, lorsque vous allez les deux vérifier ça, c'est quelque chose qui prend assez de fréquence avec le temps, parce que les enfants, on les laisse pendant la nuit avec leur téléphone. Et pourquoi souvent les échecs scolaires, le retard les troubles de sommeil, c'est parmi les raisons qui peuvent... Donc, pourquoi j'essaie d'un peu d'être extrémiste, mais on va voir, faire mélanger, mais pour vous montrer que les études sont nombreuses, il n'y a pas que l'erreur. Se concentrer sur le patient, le message. Il faut se concentrer sur le patient, pas sur ce qu'on connaît. Souvent, la différence entre un expert et un novice, c'est que l'expert, il regarde ce qu'a le patient, il puise toutes les informations de ce qu'a le patient. Alors, le novice, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup de connaissances, mais il prend ce qu'il sait. Il veut l'extrapoler sur ce qu'il cherche l'inconnu. Alors, ce qui est devant lui, il est connu, mais il cherche l'inconnu. Et c'est pourquoi que je dis toujours, si on doit chercher quelque chose, je vais chercher quelque chose que je connais très bien, qui est le RA. Fedoua, 13 ans. Consultation douleur de l'épaule gauche depuis 5 mois. Cette douleur est sous forme d'accès fréquente avec un fond permanent. L'interrogatoire, pas d'autre localisation, pas de notion d'atteinte cutanée, plusieurs consultations, prescriptions dentalgiques, d'AINS, etc., etc. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de lésion focale, il n'y a pas de lésion, le mouvement passif normal, actif, tout est normal, il n'y a pas de splénoïde, il n'y a rien, pas de souffle. Radiographie de l'épaule faite normale. Ils ont fait même une IRM de l'épaule normale. Ils ont fait une échographie remaniement valvulaire
mitral, bilan, VS à 100, donc il y a quelque chose, absolument. Et des globules blancs, moi je ne vois rien ici, mais c'est très petit ici, 1200. Les ossements, 780. À votre avis, quel est le problème? Il y a un problème, parce qu'il y a un syndrome... Là, ça c'est un thème très intéressant qu'on pourrait le débattre une autre fois. Les syndromes inflammatoires, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc je dois travailler, je peux commencer par ça, mais déjà je dois puiser jusqu'à mon patient. Qu'est-ce qui fait mal à l'épaule? Alors, ce qui se passe, c'est qu'on se concentre sur l'articulation. Le problème, s'il est où? Il est ici, pas chez le patient. Parce qu'on croit que c'est l'épaule, il n'y a que l'articulation. Il y a autre chose. Il y a le muscle, il y a le nerf, et il y a l'artère. Cette patient, on a fait le diagnostic sur une seule consultation, un seul examen. Un seul examen. Lequel c'est? Il est aboli. Ça vous fait quoi? Taquage. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que tu vois que lorsqu'on est averti, on n'est pas branché sur toujours ce qu'on connaît. Que je dis, ce que je connais, je dois l'extrapoler et je dois bien voir ce que m'a patient. Donc, douleur, pas obligatoirement. On a vu l'os tout à l'heure. Douleur du membre, c'est pas obligatoire, l'articulation. C'est peut-être parfois juste un intertrigo qui boite. On sait que parmi les sujets de la boiterie, c'est possible d'avoir un intertrigo, une morsure de quelque chose. La loi du moindre effort s'applique. Ça, c'est Daniel Kahneman qui a découvert le deuxième cerveau. C'est en 1982. C'est lui qui a établi qu'il a un deuxième cerveau. On n'a pas un seul, on a deux vitesses. On réfléchit avec deux cerveaux, deux vitesses. Donc, c'est lui qui a établi, alors que cette deux vitesses, elle existe bien avant. Le Coran l'a bien établi, et ça, ce serait un de mes livres que je vais le publier juste quelques mois. La loi du moindre effort s'applique à la réflexion qu'à l'effort physique. Parce qu'on essaye toujours de chercher des choses très simples pour ne pas faire beaucoup d'efforts. Hein. On mange un peu moins, etc. Et c'est la même chose que fait votre cerveau, parce que souvent, notre cerveau cherche la facilité. C'est très simple. Parce que le deuxième cerveau nécessite beaucoup d'efforts. Le premier, ça, rien. Et ça, je vous montre quelqu'un qui est, dans son histoire, il a eu beaucoup de problèmes de douleurs articulaires et traité pour RA pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une coarctation de l'aorte. Ça, je l'ai dilaté, une coarctation que j'ai opérée. Et vraiment, je vois cachextique qu'il arrive parce que dans son histoire, on ne trouve que ces douleurs articulaires alors qu'on n'a pas pensé à palper le pouls. 4 ans. Motif de consultation, douleur du dos, des deux genoux, du bas thoracique. Depuis 48 heures, consultation premier degré, première itération il y a quelques jours, 3 jours avant, fébricule, écoulement clair avec obstruction nasale, pas de signe de détresse, pâleur cutanée avec subixtère, auscultation cardio-pulmonaire sans anomalie évidente. L'examen articulaire, douleur à la mobilisation des deux genoux et du bassin, VS normal. NFS, 8, VGM 88, CCMS 26, globule 1500 et des plaquettes qui sont à 500 000. Qu'est-ce que ça vous suggère? Qu'est-ce que ça peut vous déranger, ce patient? Est-ce que c'est un erreur? Pourquoi pas, pourquoi non? C'est aigu. C'est inflammatoire. C'est possible que ça soit un erreur, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui, en termes de raisonnement, qui doit nous alerter. Je prends, moi, le erreur. Mais je m'alerte quelque chose, qu'il est pâle. Vous allez me dire, oui, pâle. Il a un subictère. Il a une douleur basithoracique. Et sous forme d'accès qu'il avait avant. Qu'il a antécédent, il a une consanguinité. Il avait avant des choses pareilles. Parmi les choses à évoquer dans ce cas, il n'y a pas que le RA. Il y a aussi... Parce que là, les astos, il peut y avoir des astos élevés toujours. C'est une drépanocytose. Et drépanocytose, ça s'évolue par des accès, et souvent le froid. Il y a une drépanocytose. C'est parmi. Donc, ce que je veux sortir avec ça, si vous avez une bizarrerie, des choses anormales, quelque chose d'atypique, il ne faut pas considérer le RA. Parce que moi, je suis toujours le RA. Je dis toujours qu'il faut le garder. Parce que vous voyez, c'est le tableau que je connais bien. Et je pense qu'il faut le connaître bien, parce que ça va être le support pour moi pour autre chose. 13 mois, impotence fonctionnelle, ça c'est très simple.
Nos membres supérieurs évoluant depuis 2 jours. Et il y a de la fièvre, l'examen de température élevée, pas de lésion cutanée, mobilisation de l'épaule, et il y a un syndrome inflammatoire, il y a un syndrome infectieux. Un nourrissant ne va pas vous se plaindre. Et il y a une impotence fonctionnelle. L'arthrite, c'est l'impotence fonctionnelle. Donc, c'est l'arthrite septique. Hassan, de 6 mois, depuis 6 mois, de 14 ans, depuis 6 mois, douleur des 2 chevilles, des 2 pieds, des 2 genoux et de la hanche, douleur de la fesse droite et de la partie inférieure du dos. Un fond douloureux qui persiste toute la journée et parfois fait réveiller l'enfant la nuit. Antécédent des RAA, examen, vous avez des limitations et une raideur articulaire, surtout de rachis. Le diagnostic. On s'est axé, expert, on s'est axé sur quoi? Qu'est-ce qui fait le particulier de ce cas? Ça pourrait être la même chose que le RA. Ce qui fait la différence. Le RA, il n'y a pas d'atteinte axiale. Ça peut exister. Mais si elle est là, il faut chercher autre chose. L'atteinte des extrémités, des petites articulations, ça, devrez vous repenser au RA. Ce n'est pas un RA. Donc, chaque fois que vous voyez ça, pensez à ce qu'on appelle, on appelle faux RA. Ce n'est pas un RA, donc il faut actif. Maintenant, vous ouvrez votre livre et vous ouvrez votre donnée, vous allez trouver le... Al-Hassan, 7 ans, tente pour une maladie articulaire rhumatismale chronique, douleur persistante de la cheville gauche, depuis 1 an, gonflement marqué, mais qui n'a jamais inquiété les parents. L'activité, l'enfant, elle est normale, mais sous AINES, il y a une amélioration notable. L'examen aussi articulaire, une cheville gonflée avec une épisson marquée et localisée. Le reste de l'examen, il est strictement normal. Il n'y a pas vraiment de syndrome inflammatoire évident. Une atteinte qui est maintenant mono, mais la différence du RA, elle est persistante. Elle est toujours là. Elle est persistante. Toute monoarthrite persistante et sans signe associé, jusqu'à preuve du contraire, c'est une arthrite juvénile dans sa forme oligo-articulaire qu'il faut l'explorer. Je passe les critères très rapidement. Je vous montre un peu beaucoup d'images par rapport aux atteintes qu'il faut suggérer. Chaque fois que vous voyez, il faut suggérer l'AGI. Il y a tant d'images à voir. Voilà, c'est des choses qui nous suggèrent une cause secondaire, comme Kawasaki de l'autre côté, comme la sclérodermie ici, la sclérodermie. Donc, il y a pas mal de choses, mais je n'aurai pas le temps de le... Ça, c'est l'examen. Douleur et l'histoire. Douleur de la hanche et des 2 genoux. Une fille de 6 ans. Alors, il se plaint de fatigabilité avec du cuvier de la marche. Il dit, chez vous, chien, il vient chez... Ça a été, on l'a vu il y a 3 mois. Une fatigabilité de la marche et l'enfant ne marche difficilement. Alors, 6 ans pratiquement, on ne sait pas, il est traité par des anti-inflammatoires. Il y a toujours... Oui. J'essaierai de terminer rapidement. Entretien, donc on fait pas de notion de fer, pas d'éruption, rien. L'examen est strictement normal. L'examen trouve une marche lente avec une boiterie bilatérale. Avec des douleurs articulaires du genou et boiterie bilatérale. Le bilan, il est normal. Ça vous suggère... Ça, la marche, malheureusement, je n'ai pas lié. Mais je vous dis... Alors, on pense à une myopathie. Parce que marche dandinante, c'est une marche... Marche dandinante, c'est la myopathie. Mais, vous savez que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la marche de Duchenne, où on parle dandinante, et c'est typiquement dans une maladie à éliminer. C'est pourquoi toute douleur localisée, il faut faire une radio, c'est la LCH. Voilà l'image. L'image, je la vois ici, mais je ne la vois pas ailleurs. Alors, je vais très rapidement, peut-être, si je vous montre cet enfant qui vient chez moi parce qu'on a suspecté une arthrite juvénile. Cet enfant, il a des mouvements articulaires très limités, mais il n'a pas mal. Il n'a pas mal. Il a des raideurs de l'articulation. Toute raideur progressive de l'articulation est sans douleur franche, mais par la suite, la douleur, il peut survenir après. C'est des maladies métaboliques type MPS. Évoquer les mycopolysaccharidoses. Je passe vers la conclusion. Voilà. Conclusion. Si vous permettez, je prends juste une demi-minute pour terminer. Il y a ces choses que j'estime sont intéressantes. Alors, prise de conscience de son propre processus. Donc, je pense qu'il faut réfléchir comment je réfléchis. Parfois, les gens ont l'impression
obligatoirement un bilan et un traitement. Se méfier des approches simplistes et réductionnistes. Il ne faut pas être simpliste, il faut garder toujours sa garde derrière. Après, appliquer le principe de mesurer 2 fois et couper 1 fois, surtout par rapport à la corticothérapie. Je ne mettrai pas de corticothérapie si je ne suis pas sûr. Comprendre avant de prendre une décision, considérer les questionnements de soi-même avant de questionner les autres et de chercher la réponse aux autres. Les associations suggestives doivent être considérées comme les alertes. Par exemple, on dit fièvre plus souffle égale endocrine, ce n'est qu'une alerte, ce n'est pas vrai tout le temps. Toutes les hypothèses sont possibles, même les plus rares. Lorsque vous identifiez un problème, essayez de résister à l'idée qu'il en existe une seule. Ce n'est pas que le RA, il y a autre chose, il y a beaucoup de maladies à considérer. Je vous remercie, je pense que je suis d'accord. C'est un sujet qui n'est pas... Merci, professeur Atmen, pour votre présentation. On donne des questions. Si vous avez des questions, on peut les prendre. Oui, au fond de la salle. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Professeur. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir des cas de polyarthrite rhumatoïde chez l'enfant? Et si c'est possible, à quelle tranche d'âge ça arrive? Merci. Les AJ, ou ce qu'on appelle les arthrites juvéniles idiopathiques, ce n'est pas une maladie. C'est un groupement de maladies. Il y a 6 classes et avec d'autres qui sont inclassables. Donc c'est un groupement très hétérogène de maladies. L'arthrite juvénile, ce n'est pas une maladie. C'est parmi les maladies, justement, qui vont évoluer vers ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde chez l'adulte, c'est la polyarthrite, c'est l'atteinte ou l'arthrite juvénile dans sa forme polyarticulaire séropositive. Donc chaque fois que vous avez un malade qui a une polyarthrite avec une sérologie positive, qu'est-ce que ça veut dire sérologie positive? Ça veut dire qu'il a des facteurs rhumatoïdes qui sont positifs, avec tous les critères d'arthrite inflammatoire, persistante, avec une synovite. Donc ces malades, il évolue vers la polyarthrite rhumatoïde chez l'autre. C'est la forme typique, elle est très grave, parce qu'il donne très rapidement des limitations articulaires et c'est catastrophique. C'est pourquoi qu'il faut les identifier parmi toutes les arthrites juvéniles. Il ne fait que 5%, mais il faut absolument l'identifier. C'est pourquoi que toute atteinte articulaire persistante avec des synovites, ça veut dire épicisme ou limitation, avec des facteurs rhumatoïdes positifs, jusqu'à preuve du contraire, c'est un enfant qui va évoluer vers la PR. On ne parle pas de PR chez l'enfant. Au-delà de 16 ans, on donne le nom de PR. On ne le donne pas, on donne le nom de forme polyarticulaire séropositive. Donc c'est une des formes qui évolue. Mais sinon, la forme polyarticulaire séropositive, c'est l'ultime complication de tout le reste. Ça veut dire l'oligo, la poly, la séronégative, la mono, l'oligo, tous, ils peuvent évoluer vers cette forme. Il y a d'autres questions? Oui, docteur Boutsaïna. Merci, cher professeur. Alors, en cas de RAA, avec ou sans cardite, on fait le suivi par quels critères? Et lorsqu'on met le patient sous pénicilline retard, je pose la question sur la durée. Et c'est surtout la durée, oui. Oui, très bonne question, très pratique. Alors, surveillance. RAA sans atteinte cardiaque, c'est une forme dite mineure. C'est prophylaxie pendant 5 ans, selon les protocoles et recommandations en OMS et marocaines. 2, avec atteinte, et la surveillance, c'est une fois tous les 2 ans. Il n'y a pas de problème. Parfois, les parents qui insistent, on met 1 an, mais sinon 2 ans. 2, avec atteinte cardiaque, il y a 3 formes. Atteinte cardiaque mineure, atteinte modérée, sévère. Mais moi, je pense qu'il faut retenir une seule, parce que le sévère, c'est égal, il faut qu'il soit opéré, il ne faut pas le surveiller, il faut l'opérer. Alors, grade 1 et 2, c'est généralement, donc écho chaque année, et mes consultations, normalement, elles doivent être vues 6 mois. Mais le problème de ces patients, c'est que le contact, ce n'est pas pour le traitement, mais le contact pour la prévention. Parce que ce type de patients, ils ont besoin de prévention. C'est pourquoi qu'actuellement, parmi les recommandations de diagnostic, il y a ce qu'on appelle les formes infraclées. C'est pourquoi actuellement, l'échographie, elle fait partie des critères diagnostiques. L'échographie, je ne parle pas du souffle.
Je ne parle pas de cardite, je parle de l'échocardio. Il fait partie des critères diagnostiques. Il est entré dans les critères. C'est pourquoi que dans par exemple, il multiplie 10 à 30 fois le nombre de cas. Parce que l'objectif notre objectif, c'est de les repérer. Parce que c'est qui vont faire la cardite sévère. Donc, si vous les repérez, vous allez les sauver. Parce que vous allez mettre un traitement prophylactique. Le traitement prophylactique, s'il a une atteinte cardiaque, c'est 10 ans minimum. C'est 10 ans minimum. Donc après, c'est très discuté, mais 10 ans, c'est minimum. Parce que c'est des études très anciennes épidémiologiques qui ont été faites, et on trouvait que durant les 5 premières années, si une prophylaxie est bien faite, et le risque après, il se réduit à pratiquement 95%. Sur 10 ans, ça devrait être beaucoup mieux. Mais maintenant, c'est très discuté. Il y a ceux qui mettent jusqu'à 25 ans, il y a ceux qui mettent jusqu'à 40 ans. Finalement, moi, je ne les suis pas au-delà de 18 ans. Donc, les adultes, ils vous répondent à cette question au-delà de 18 ans. Monsieur, oui. Monsieur, oui. Cher professeur, oui. Au-delà de 10 ans, même si atteinte cardiaque minime. Oui. Même s'il a une atteinte cardiaque égale 10 ans. Pas d'atteinte cardiaque, 5 ans. D'accord. Donc, et il faut faire attention l'hygiène bucco-dentaire et puis justement traiter tout de suite. Les règles sont importantes. Toujours ces 3 conseils, c'est fondamental. Et comme j'ai dit, toujours, c'est avant, on trouvait des recommandations de 2 ans. Mais les recommandations qui sont officielles, c'est 5 ans. Bonsoir, professeur. Merci beaucoup pour ce sujet fort intéressant. J'ai une question, s'il vous plaît, en ce qui concerne les douleurs de croissance. Est-ce que ça reste un diagnostic d'élimination et quelles sont les particularités de ces douleurs? Merci beaucoup. Oui, ça c'est intéressant parce que j'avais mis un cas pour ça. La douleur de croissance, c'est des douleurs qui ressemblent, entre parenthèses, c'est des douleurs mécaniques, premièrement, parce que ça, c'est fondamental. Ils sont anciens, ils sont mécaniques. Ils ressemblent à ce qu'on appelle les arthrites réactionnelles. Je donne juste une extrapolation, je fais ce qu'on appelle le transfert actif vers l'angine. Quelqu'un qui fait une angine, qu'est-ce parmi les signes qu'il a, c'est qu'il a douleur, il a mal. Il a mal au mollet, il a mal au genou, il a mal partout. C'est des douleurs qui accompagnent l'infection. Et faites attention. Lorsque vous avez ce type de symptômes qui accompagnent l'angine, ce n'est pas les rares. Ils doivent être au-delà 15 jours après. Ça, on ne les prend pas. Ces symptômes-là, on l'appelle réactionnels. Et c'est parmi ces signes-là qu'on les trouve dans les douleurs de croissance et les douleurs réactionnelles. Alors, premièrement, ce sont des anomalies qui sont symétriques, qui sont chroniques, qui n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps particulier. Ce n'est pas parce qu'il a l'effort là, il peut avoir n'importe quel moment. Souvent, il ne réveille pas la nuit. Il dort. Souvent, il est à la fin de l'après-midi. Et ils sont souvent, comme je dis, symétriques. Et prédominance, le mollet. Souvent, ils se plaignent beaucoup de les mollets et la plante du pied. Et ce qui est sûr, c'est que l'examen, il est strictement normal. Et ce n'est pas les aslos qui vont faire le diagnostic. Les aslos, dans ce cas, sont intéressants. Ça prouve que le diagnostic différentiel intime avec les arthrites de croissance, ou les douleurs de croissance, c'est les arthrites réactionnelles. Et c'est eux que vous diagnostiquez souvent, et tout le monde les diagnostique comme étant RA. Parce que là, au moins, ils ont la spécificité d'avoir cette façon fugace et migratrice. Mais ils sont chroniques. Si tu vois, ils sont chroniques. Et souvent, ils sont mis sur INS. Ils répondent partiellement, pas trop. Ils sont mis au pénitard aussi. C'est parce qu'ils ont les aslos élevés. Et souvent, c'est eux, ces enfants, qui ont des aslos très élevés. Souvent, ils ont des aslos très élevés s'ils sont dus, justement, à un effet auto-immun du streptocoque. Ils n'ont jamais, et ça, c'est important de garder dans l'esprit, ils n'ont jamais d'atteinte cardiaque. Ces enfants ne font jamais d'atteinte cardiaque. Jamais. Jamais. Ils ne font pas d'atteinte cardiaque. Ces arthrites réactionnelles, streptococciques. L'adulte, on les connaît dans les syndromes de Leroy-Reiter, vous connaissez les germes atypiques, mais les arthrites réactionnelles streptococciques sont très particuliers. Vous connaissez aussi dans le pneumocoque, dans les méningites. Les méningites, lorsqu'ils font des méningites à pneumo, après 5 jours, ils font une arthrite. Ça, c'est des arthrites, ils ne nécessitent rien, ils nécessitent juste de mettre un AINS ou un corticoïde. C'est comme, le pneumo-strepto, le délai d'yellow, il est long, le pneumocoque, le délai d'yellow, il est court. Merci, professeur, pour cette présentation pertinente.